Cette vidéo est une présentation de La Revanche, la boutique officielle des Deux Pions. Hey, salut tout le monde, c'est Jeff de la chaîne Les Deux Pions et on se retrouve encore une fois cette semaine pour une vidéo de découvre ce qu'il y a dans ma ludothèque. Je vous présente rapidement, en tout cas semi-rapidement un peu, les jeux qui se trouvent dans ma ludothèque et je vous explique pourquoi je les ai, est-ce que je les aime, pourquoi je les aime et je raconte des histoires sur un peu tout puis j'essaie de faire ça rapidement mais je réussis pas vraiment. Mais c'est pas grave, on a du plaisir et on parle de jeux. Si vous n'avez pas vu les autres vidéos, ben je vous invite à aller les écouter. Il y en a, là on doit être rendu à une dizaine déjà de fêtes. Et il y avait la section des jeux 1 à 4 joueurs, la section des jeux 1 à 5 joueurs. Et là, on est rendu maintenant dans la section, je pense, pas mal des jeux qui jouent de 1 à 6 joueurs et plus. Donc, ça se peut qu'il y ait un ou deux qui soient mélangés là-dedans, mais normalement, ça devrait être pas pire. Et on start ça, on a décidé, c'est pour ça que je suis assis, on a décidé de starter ça assis, parce que c'est tough faire ces vidéos-là. Et je vais pouvoir me lever et finir ça debout comme un champion. Et je vous rappelle de vous abonner, c'est très important. On aime ça vous avoir avec nous et vous êtes avertis dans ce temps-là. Quand on met des vidéos en ligne, vous pouvez aller les écouter. On a tellement plein de choses à vous dire. Et je commence ça sans plus tarder avec un jeu vraiment bizarre qui est dans une poche de même qui s'appelle Perudo. Perudo qui est basé sur probablement j'allais dire un des plus vieux jeux, mais c'est pas vrai. Il y a des jeux bien plus vieux que ça qui existent, mais un très vieux jeu de pirate. Oui, un jeu de pirate où on a des gobelets avec des dés à l'intérieur. Et d'ailleurs, c'est juste ça qu'il y a dans le sac. Il y a des gobelets, comme ceci. Et dans les gobelets, il y a des dés, comme ceci, de chaque couleur. Chaque joueur va avoir un gobelet avec les dés correspondants. On va avoir 5 dés. Et à notre tour, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde assis autour de la table va brasser les dés, rouler ça. Et là, on va regarder c'est quoi les chiffres qu'on a là. Et on va tout simplement miser pour dire combien on pense qu'il y a d'une valeur précise dans le jeu. Par exemple, je pourrais dire, il y a 30 dés en jeu présentement. Moi, je vois que j'ai 3-3, fait que je vais dire qu'il y a 7-3. Là, le joueur à ma gauche va continuer l'enchère. Il peut dire qu'il y a 8-3. Il va falloir qu'il augmente un des deux. Il pourrait dire qu'il y a 8-3 ou qu'il y a 7-4, par exemple. Fait que tant qu'il augmente un chiffre, ça va. Ou il pourrait me traiter de menteur et dire non. Tu mens, il n'y a pas 7-3, c'est impossible. À ce moment-là, on va révéler et selon le résultat, qui pourrait être que oui, j'avais raison, il y a le nombre que j'ai dit ou plus, ou effectivement, il a raison, j'ai menti, il n'y en avait pas ce nombre-là, eh bien, je vais perdre un dé ou lui va perdre un dé et le but, c'est d'être le dernier joueur encore à avoir des dés. C'est un jeu qui joue super facilement. C'est un jeu de party. C'est un jeu qui joue entre deux games, qui joue le soir tard quand on est fatigué. Et on a toujours beaucoup de fun à jouer à ça. Même Nat a eu du plaisir. On l'a sorti dernièrement. Oui, on a joué avec Simon et Alexandra. Je vais leur dire d'écouter la vidéo. Les gagnants Savoie ont torché. Les gagnants Savoie ont torché complètement. On a passé pour une maudite gang de crosseurs dans cette soirée-là parce qu'on a vraiment sorti toutes les autres. Puis il restait rien que nous autres, la petite famille autour de la table. Mais oui, c'est un jeu à élimination de joueurs, donc ça se peut qu'il y ait des joueurs qui finissent pendant que les autres continuent à jouer. Mais c'est pas grave, pendant ça, les autres vont prendre un petit verre. Ok, je continue avec un autre jeu de party. Puis il va en avoir beaucoup, parce que c'est 6 joueurs et plus. Souvent, c'est des jeux plus légers, des jeux de party. Et là, je vais faire plaisir à mon ami Sylvain Lacroix. Ready, Set, Bet. Un jeu de course de chevaux, de paris de course de chevaux, complètement endiablé. Un jeu qu'on joue debout. Un jeu dans lequel on va avoir, je sais pas si tu vas voir, mais dans lequel on va avoir un tableau pour miser sur des chevaux. Et il y a une course de chevaux dans le haut qui s'organise. Il y a des chevaux en bois avec des dés. Puis chaque cheval a une valeur d'associer à lui. Fait que quand tu roules, mettons, un 7, tu avances le cheval numéro 7. Si tu roules un 8, le cheval numéro 8, et ainsi de suite. Évidemment, il y a des chevaux qui ont plus de chances de gagner. Le 7, normalement, sur 2D, c'est la valeur qui risque le plus de sortir. Donc, c'est le cheval qui a le plus de chances de gagner. Donc, sur le tableau des mises, c'est là où les mises sont le moins payants. Mais il y a des chevaux bleus qui sont 1 et 2 ou 12 et 11, pas 1 et 2, 2 et 3 et 11 et 12 qui sont les valeurs les plus difficiles à obtenir sur 2D. Mais eux autres, ils vont être très, très payants. Ça peut être 9 fois ta mise, par exemple. Et ce qui est drôle, c'est que pendant que quelqu'un roule les dés et fait avancer les chevaux, les autres misent, et c'est en temps réel. Fait que là, tu vois la course qui évolue, puis tu fais « OK, vite, je mise là. » Mais quand le même dé sort plusieurs fois, ça peut donner un boost, puis le cheval va avancer plus vite. Fait que là, tu vois, le cheval 9 pogne un boost, il avance de plein de cases d'un coup. Fait que là, tout le monde se garoche là-dessus pour miser. Ce qui est le fun. Si vous n'avez pas Sylvain Lacroix pour vous animer une soirée de Ready, Set, Bet avec le restant de voix qui reste,
Il y a une application, vous pouvez mettre ça sur un iPad et l'application va tout faire ça pour vous. Fait que vous n'aurez pas besoin de gérer les chevaux et tout le monde peut juste miser. Et il y a des petits pouvoirs, des façons de miser différentes. Ah, c'est vraiment fantastique. Pour vrai, là, c'est un très bon jeu de partie. Je n'ai parlé assez longtemps. On passe au jeu suivant, qui est un jeu de menteur, de bluff et de menterie, de mensonge. Sheriff of Nottingham. Un jeu dans lequel on va essayer de passer sous le nez du shérif des ressources, ou des... comment je dirais bien ça? Pas des ressources, mais... Des marchandises. Des marchandises, c'est ça que je cherchais, merci. Des marchandises qui sont, la plupart du temps, légales, mais parfois pourraient être illégales. Par exemple, des armes, des arbalètes, des fromages rares, des choses comme ça. Et le personnage qui joue le shérif va recevoir les enveloppes de chaque joueur, parce qu'à notre tour, on va piger des cartes, puis on va décider qu'est-ce qu'on met dans notre enveloppe cachée, puis on va envoyer ça au shérif, puis on va lui dire « Shérif, c'est ça que je passe. » Le shérif va nous regarder, il va dire « Qu'est-ce que tu passes aujourd'hui à la douane, là? Qu'est-ce que tu veux faire rentrer dans la ville? » La personne va dire « Mais monsieur le shérif, simplement 3 fromages. » Il ne peut pas mentir sur le nombre de cartes, mais il peut mentir sur ce qu'il y a dans les cartes. Et là, le shérif, il y a comme une game qui va s'organiser. Le shérif pourrait dire, par exemple, « Donne-moi 5 piastres, puis je te laisse passer, je rouvre pas ton truc. » Là, tu pourrais marchandiser, je vais te donner 3, là, finalement, ils s'entendent. Fait qu'il rouvre pas le sac, puis toi, tu pars avec ton sac, tu rentres dans la ville, et là, tu rouvres ton affaire, puis là, tu montres au shérif que finalement, tu avais des armes, des affaires qui valaient beaucoup plus cher que tu as rentré illégalement. Mais le shérif, il peut aussi décider de te contrôler. Et si tu as dit la vérité, le shérif doit te payer pour se faire pardonner. Mais si tu as menti, ben là, il se gâte. Hein? Fait que là, tu payes la pénalité, tu perds tes ressources, tout ça. C'est un jeu qui peut être vraiment le fun si tu joues avec la bonne gang. Avec la bonne gang. Si tu joues avec du monde qui dit « Moi, je mange jamais, là, oubliez ça tout de suite, leur serrer le jeu. » Puis ça m'est arrivé une couple de fois, puis ça a été une vraie catastrophe. Je continue avec Happy Pigs, un petit jeu bien rigolo, avec vraiment un graphique que je trouve vraiment super à la drôle. Minecraft. À la Minecraft, oui, un peu, les cochons carrés. Un jeu dans lequel tu vas avoir une ferme d'élevage de cochons et tu vas essayer de faire le plus d'argent possible. C'est un jeu qui est simple, qui n'est pas difficile, puis qui est bien, bien drôle. Ce que tu fais, c'est que tu vas choisir une tuile à ton tour et ça va dire quelles actions tu vas faire. Par exemple, acheter des nouveaux cochons, faire reproduire les cochons, leur donner de la moulée pour qu'ils grossissent parce que plus ils sont gros, plus ils sont payants. Mais si tu es plusieurs joueurs autour de la table à avoir choisi la même action, ben, tu vas diviser cette action-là par le nombre de joueurs qui l'ont pris, fait qu'elle va être moins forte. Fait que tu essaies d'être tout seul. C'est un jeu qui est bien, bien rigolo. Je sais pas si on peut voir un petit peu en arrière de quoi ça a l'air. Mais c'est tout le temps drôle de faire grossir tes cochons, puis là, à un moment donné, ils viennent gros, puis là, tu essaies de les vendre à la fête foraine où ce que tu peux vendre les cochons pour le meilleur prix possible. Bien rigolo. King of Tokyo, un classique, jeu de party, un jeu de dés dans lequel tu vas rouler des dés, tu vas pouvoir les relancer pour obtenir des valeurs. Fait que soit tu gagnes des points avec ça, c'est le premier joueur qui gagne 20 points, ou soit tu donnes des baffes aux autres monstres, et les monstres vont essayer d'aller dans Tokyo pour ramasser des points de victoire, et puis on va ramasser aussi des cubes d'énergie pour acheter des pouvoirs. C'est un jeu que pas mal tout le monde connaît, mais pour moi, ça reste un classique. J'ai beaucoup aimé le Tokyo, King of New York, c'est ça, King of New York qui se passe à New York, mais il est beaucoup plus gamer et les dés ont toutes des valeurs dedans, puis toutes les valeurs sont bonnes, ce qui fait que je l'ai trouvé plus long, plus compliqué. Honnêtement, lui, là, c'est quand tu veux un jeu de dés où tu tapes sur la gueule, c'est parfait. Et je vais sortir le plus vieux jeu de ma collection. Eh bien, pas cette version-là, parce que cette version-là, c'est une réédition, mais la première édition de ce jeu-là était 1963. C'est un jeu de Sid Jackson qui a fait beaucoup de jeux dans cette période-là. C'est lui aussi qui a fait Can't Stop, des jeux classiques de même. Mais celui-là là, a vraiment quelque chose de le fun. C'est un jeu dans lequel tu vas, à ton tour, avoir des tuiles devant toi qui sont cachées. Je vais vous montrer de quoi ça a l'air. Ça va être plus facile quand je vais vous expliquer le jeu. Fait que vous voyez les tuiles grises, là, c'est les tuiles, sont toutes numérotées puis ils ont toutes une place précise. Et quand tu vas à ton tour placer cette tuile-là, tu vas peut-être créer une entreprise. Parce que si tu fais un groupe, ça va créer une entreprise et là, on va pouvoir commencer à acheter des actions de cette entreprise-là. Et cette entreprise-là, éventuellement, va grossir, va prendre en valeur parce que plus elle a de territoire, plus elle vaut cher. Et éventuellement, elle va peut-être même fusionner avec une autre entreprise. Fait que là, celui qui va avaler l'autre, celle qui se fait avaler, on va revendre les actions, on va pouvoir cacher le prix des actions actuellement. Puis le but, ben, c'est tout simplement d'avoir le plus d'argent possible. Mais c'est un jeu qui joue vraiment super bien. C'est étonnant. Un vieux jeu de 1963 qui fonctionne encore très, 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 très bien. Oh, c'est élevé d'un quelques pouces, ça fait du bien. Et on va y aller avec Bad Bones.
Un jeu qui m'a fait bien gros triper quand il est sorti, puis on dirait que je ne joue plus avec, malheureusement. Il faudrait que je le réessaye encore. C'est un jeu style Tower Defense dans lequel on va tous jouer en même temps. Puis on va venir placer des monstres sur notre plateau pour essayer de éventuellement les tuer avec notre héros et pas se faire péter nos affaires, nos petits villages qu'on va mettre. Je vais vous montrer, on va placer des pièges, des trucs comme ça, des trésors. Puis on va essayer d'empêcher les monstres de se déplacer puis d'aller briser ça. Puis avec notre héros, on va pouvoir venir tuer ces monstres-là. Puis ce qui est drôle, ce qui est rigolo, c'est qu'éventuellement, on va peut-être renvoyer des monstres sur les jeux de nos voisins. Fait que là, il va falloir qu'ils se débrouillent un petit peu avec ça. Puis ce qui est le fun, c'est ça, c'est que ça joue en simultané. Donc c'est très très rapide. Puis si vous aimez le style Tower Defense, ça peut peut-être piquer votre curiosité. Moi, j'aime bien. J'aime bien, mais malheureusement, comme bien des jeux, ça sort pas assez souvent. Et ça fait pas longtemps que j'ai ça, haute tension. Et pourtant, regardez le look, vous voyez bien que c'est pas un jeu qui date de l'année passée. C'est un vieux jeu. Ça, d'ailleurs, c'est même une réédition. C'est un jeu de Friedman Freeze. Ceux qui connaissent l'auteur, c'est toujours des classiques, ces jeux. Ben, pas toujours, mais ils sont souvent particuliers. Mais c'est un jeu que j'arrêtais pas d'entendre parler haute tension. Tout le monde semblait avoir beaucoup aimé ce jeu-là ou aimé beaucoup ce jeu-là. Fait que je me suis dit, il faut vraiment que je l'essaye. C'est un jeu d'enchères. C'est un jeu où on va essayer d'aller gagner des territoires puis faire des points en produisant de l'énergie. C'est un jeu qu'on a joué. J'ai pas détesté ça, mais sincèrement, j'ai pas eu le gros coup de foudre. J'ai l'impression que les gens qui ont joué à l'époque, ça devait être très révolutionnaire. Puis eux autres ont dû triper. Puis aujourd'hui, ils gardent un excellent souvenir de ça. Mais pour moi, là, je dirais qu'il y a des jeux qui vont faire ce genre de travail-là, mais de façon plus intéressante. Donc, je ne sais pas si je vais le garder, mais je sais qu'il y a du monde qui vont me détester parce qu'il y a du monde qui adore ce jeu-là. J'y vais avec vraiment un bon jeu de party, Sushi Go Party. Donc, il y a un jeu qui existe qui s'appelle Sushi Go, qui est une petite boîte, et ça, c'est la version Party, Sushi Go Party, dans lequel il va y avoir vraiment beaucoup de stock. Le Sushi Go de base, c'est une toute petite boîte, puis tu as comme un menu de sushi, puis tu joues avec ça, mais là-dedans, tu peux bâtir ton menu. Et c'est tout simplement un jeu de draft dans lequel on va décider quel type d'ingrédients ou de sushi ou d'aliments qu'il va y avoir dans notre game. Et on va avoir des cartes dans nos mains, on va drafter, on va passer ça comme ça, chacun va drafter une carte, chacun son tour, et on va essayer de faire un maximum de points en draftant les cartes les plus payantes. Par exemple, ça pourrait être des nigiri qui valent 3 points, ça pourrait être des soupes miso, mais chaque carte que tu vas drafter a comme un petit élément particulier. Exemple, les soupes miso, si 2 personnes ont pris une soupe miso en même temps, ben, elle ne vaut pas de points, t'as peur. Mais si tu es toute seule, là, tu vas la garder et elle vaut des points. Tu vas avoir par exemple des tempura. Si tu as des duos de tempura, ça vaut des points, mais si tu en as juste un, ça vaut pas de points. Fait que des fois, tu vois les cartes passer, tu dis, OK, je suis peut-être capable d'aller chercher le deuxième. Fait que tu en ramasses un qui vaut rien pour le moment, puis tu espères aller ramasser le deuxième. Et ce qui est vraiment le fun, c'est ça, c'est que il y a tellement de variété dans cette boîte-là que tu peux faire des games complètement différentes à chaque fois. Ben, complètement différentes, en tout cas, avec des pouvoirs différents. Puis ça joue en simultané. Super le fun. J'adore Sushi Go. J'adore la belle boîte ici. C'est certain que ça ne quittera pas ma ludothèque. C'est vraiment bien. Je continue avec un jeu. Tiens, je parlais de Haute Tension qui est un vieux classique. Et bien ça, c'est un nouveau jeu dans ma collection depuis l'année dernière. Raising Robot. Raising Robot, c'est pas compliqué. C'est Wingspan boosté avec des robots au lieu des oiseaux. En gros, là, vous allez drafter des robots, vous allez jouer des robots sur des lignes et vous allez activer ces lignes-là. Ce qui est le fun, c'est qu'au début, vous allez décider qu'est-ce que vous allez faire comme action. Vous ne pouvez pas tout faire. Puis tout le monde va décider ça en même temps. Tu sais, dans le jeu, il y a 5 actions principales. Mais si tout le monde choisit les 2 mêmes actions, ça va être ces 2 actions-là pour la game. Mais quand les autres choisissent des actions, tu as moins d'énergie pour les faire, mais tu peux la faire quand même. C'est ça qui est le fun. Je vais montrer le derrière parce qu'il est vraiment beau le jeu. Graphiquement, là, les dessins sont super beaux. Ouais. Puis c'est ça, les actions que tu vas pouvoir faire, c'est vraiment ici, là, ça se promène comme ça. Fait que ça, tu as tes 3 lignes de robots que tu peux mettre ici, mais tu as aussi des actions aussi qui n'ont pas nécessairement rapport avec les lignes. Puis ça, c'est qu'est-ce que tu vas décider de faire. Puis l'énergie qu'il y a là, ça va déterminer combien d'énergie que tu as pour pouvoir réaliser les choses qu'il y a là, parce qu'il faut que tu payes pour chacune des actions. Ça, c'est comme les actions différentes que tu peux faire. Puis les ressources sont en 3 dimensions, sont super belles. Les cartes sont belles.
Vraiment un jeu, là, j'ai eu un gros coup de foot pour ce jeu-là. La seule chose, on a joué beaucoup, la seule critique, j'ai pas réussi encore à savoir si c'était vrai ou pas. J'ai l'impression que c'est beaucoup plus payant d'avoir une ligne forte puis toujours activer cette ligne-là versus comme te répartir un peu partout, comme un peu à Wingspan. Ça reste à prouver. Si vous avez joué plus de parties que moi, ben, vous pourrez me dire si ça se concrétise, cette hypothèse-là ou pas. Je vais avec un petit jeu, tiens, je l'avais oublié lui. Mascarade, hey, ça c'est dans nos premiers jeux, il y a juste à voir les coins, là, on voit qu'il il a joué beaucoup, puis 2, ça fait longtemps que je le traîne. C'est un jeu de Bruno Fatudi, de rôle caché, dans lequel on va un peu essayer de deviner c'est quoi les rôles des autres, puis essayer de faire des points selon les rôles qu'on a. C'est c'est pas jeune, mais ça fonctionne bien et ça joue jusqu'à 13 joueurs, donc si vous avez une grande famille ou des gros parties, ça s'explique assez bien, malgré qu'il faut que les gens connaissent un petit peu les personnages. Mais vraiment le fun. Et j'ai fini cette section-là avec Seven Wonders Architect. Bon, il faut que je vous explique Seven Wonders Architect un petit peu ma philosophie. Seven Wonders, en haut. Il est rendu en haut, il est ici. Seven Wonders, c'est le classique, c'est le premier qui est sorti. J'adore Seven Wonders, c'est vraiment un bon classique, un bon jeu dans cette série-là. Après ça, il y a eu Seven Wonders Duel, qui rapidement est devenu mon jeu préféré à 2 joueurs. Et ils ont sorti après ça Seven Wonders Architect. Et mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a? On a-tu vraiment besoin de ça? C'est un Seven Wonders ultra simplifié, vraiment basic, très beau, avec des beaux inserts, tout le kit, mais avec presque rien à faire. C'est comme, c'est ça là, avec le minimum dedans. Là, mais savez-vous quoi? J'ai été confondu, puis je l'ai gardé, je l'ai conservé, parce que ce jeu-là, si on veut jouer à Seven Wonders, dans l'univers de Seven Wonders, avec un beau jeu, c'est parfait. Je l'ai sorti très souvent pour initier des nouveaux joueurs, du monde que... Tu sais, quand il y a plus que 3 règles, tu les as perdues, là, ça c'est parfait parce qu'il y en a 2 règles, genre. C'est vraiment un jeu qui va rester dans ma ludothèque. C'est simple, mais il est quand même un peu stratégique aussi. Là. Oui, il y a une petite portion de stratégie, mais on s'entend qu'on est loin quand même de Seven Wonders, là, tu sais. Mais c'est un jeu qui est vraiment bien. Là, puis en plus, il joue jusqu'à 7 joueurs. Celui-là, 7 joueurs, je crois. Et j'ai l'extension médaille dedans. Je regarde là-bas parce que ma boîte d'extension est là-bas. Mais j'ai réussi à la rentrer là-dedans. Ça rajoutait 2 merveilles et ça rajoutait des médailles qui sont comme des objectifs partagés entre 2 joueurs. Donc, le premier qui va faire tel truc va ramasser la médaille puis ça va lui donner des points. Je trouve que c'est une belle petite extension qu'on est capable de mettre dans la boîte même si ça ne ferme pas et qui vient rajouter un petit peu ce jeu-là. Et c'est un jeu que je vais conserver. Je vous montre visuellement de quoi il a l'air parce qu'il est quand même très beau. Vous voyez la merveille qu'on peut construire ici. Fait que là, c'est les zones qui ne sont pas construites encore. Ici, c'est construit. Fait qu'on a les points de victoire. Et on a des cartes très simples. Encore, on voit les mêmes couleurs que de Seven Wonders, mais c'est ultra simplifié. Puis à notre tour, qu'est-ce qu'on fait? On choisit une carte entre les 2 joueurs. Fait qu'on s'assied un à côté de l'autre finalement, mais entre chaque joueur, il va y avoir un paquet de cartes et il y a un paquet de cartes centrales. Fait qu'à ton tour, tu choisis une des 3 cartes que tu vas rajouter puis que tu vas jouer tout simplement. Il y a le petit chat aussi. Oui, si tu ramasses les cartes bleues qui valent 2 points, il y a un chat qui vient avec toi qui te permet de voir la carte du dessus dans le milieu parce qu'elle est cachée normalement. Moi, je l'aime, puis il est sur BGA. Je joue très bien sur BGA. J'arrête pas de faire des tournois de ça parce que c'est super facile. Donc, si vous voulez pas trop vous casser la tête, là, c'est un bon petit jeu. Puis c'est ça, il faut que je le montre là, parce que la partie, c'est pas grave, je vais ramasser après. Tu sais, tu donnes aux joueurs, tu dis tiens, ça c'est ta boîte, il y a sa merveille, qu'est-ce que sa merveille fait, il y a son paquet de cartes, et une fois qu'il a ouvert ça ici, il y a toutes les parties de sa merveille qui sont dans le petit trait comme ça. Fait que chaque merveille est dans un trait. La boîte, c'est que des traits. Puis si vous voyez, c'est l'extension médaille. Donc, je trouve que le jeu est bien fait. Ici, j'ai 3 petites poches. C'est toute la même affaire. C'est toute ma série de Love Letter. Alors ça, c'est Love Letter classique. Love Letter Marvel avec le Gun de l'Infinité et Star Wars Love Letter. Donc, c'est toute des déclinaisons finalement du jeu Love Letter, qui est un classique absolu. Si vous n'avez pas ça, allez vous chercher ça. Ça coûte pas cher, ça s'apporte n'importe où facilement. Puis on a joué beaucoup en voyage cette année, je l'ai apporté. C'est un jeu qui se joue très bien, qui s'explique facilement. Bon, les 2 autres à Star. Je les ai essayés, on les a joués, mais sincèrement, on finit toujours par revenir à celle-là. Je ne sais pas pourquoi, celle-là est rapide, elle est simple, elle est efficace, ça s'explique facilement. Ces 2-là, ils ont rajouté des petites twists dedans qui sont pas mauvais. Si vous tripez sur ces univers-là, vous allez peut-être être comme moi puis vouloir les avoir, mais il reste que la plupart du temps, je reviens à celle-là. Libertalia, un jeu qui a été réédité par Stone Meyer Games. C'était un jeu de Paolo Mori qui était pas... qui ressemblait pas du tout à ça. C'était un jeu de pirate vraiment avec des beaux dessins là, très réalistes.
qui s'appelait juste Libertalia. Lui, il s'appelle Les Vents de Galcrest. Ouais, okay, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas. Mais c'est un jeu qui est le fun. Tout le monde a les mêmes personnages. Il y a comme 40 personnages différents qui ont chacun un pouvoir différent. Et il y a un joueur qui va prendre 6 cartes au hasard. Tout le monde va prendre les 6 mêmes cartes, puis on va partir en voyage. Et à notre tour, on va tous choisir un personnage qu'on va révéler en même temps. Et on va les faire du plus bas au plus haut. Fait qu'il y a comme un gros principe d'initiative un petit peu là-dedans, parce qu'il y a des personnages qui vont annuler d'autres personnages ou qui vont faire des actions avant d'autres personnages qui vont peut-être faire que quand ça va arriver à votre tour, ben ce que vous vouliez faire sera plus disponible. Puis le but, c'est tout simplement d'aller chercher des trésors, des ressources, puis faire des points. Mais ça joue bien. Ça joue jusqu'à 6 joueurs. Ça joue en simultané à peu près. C'est 45 minutes une partie. Moi, je l'ai bien aimé. C'est une super belle édition. Il est vraiment beau. Ouais, à la Stone Meyer classique. Donc, si vous aimez ce genre-là, ça peut être intéressant. Si vous avez joué à l'autre, une belle réédition. Hey, Echo, ça fait longtemps qu'on a joué à ça. Ça, c'est super nice comme jeu. C'est un jeu dans lequel il va y avoir une carte centrale avec des types de terrain, de l'eau, du désert, de la forêt, de la jungle, là, tout ça. Puis on va avoir des cartes devant nous avec des animaux. Et puis, c'est un peu comme une espèce de bingo. Il y a un sac avec des tuiles qu'on va sortir. Puis les tuiles vont avoir des dessins dessus. Puis nous, on va venir avec des petits cubes activer des cases avec le même dessin. Et quand on remplit une carte, ben là, on ne crie pas bingo, là, mais on active notre animal et ça va nous permettre, par exemple, de placer un animal sur le jeu, d'obtenir des ressources, des points, peu importe ce que ça fait. Puis là, on va tourner la carte, puis chaque carte va pouvoir s'activer un nombre de fois différent selon le nombre de fois que tu vas pouvoir la tourner avant qu'elle disparaisse. Puis tu essaies de ramasser le plus de points. Un principe vraiment le fun, ça joue jusqu'à 6 joueurs. Tout le monde joue en même temps, donc pas de temps mort là-dedans. Un beau jeu, vraiment surprenant. Un autre jeu de Stone Meyer, encore, coudonc, j'en ai donc bien, mais j'aime ce qu'ils font. Between Two Castles of Mad King Ludwig. Donc, il existe un jeu qui s'appelle Between Two Castles, qui est la première édition de ce jeu-là. Et là, Stone Meyer a approché celui qui l'avait fait et il a dit « Hey, on va faire avec le thème of Mad King Ludwig, qui est un de mes jeux préférés qu'on avait vu un petit peu plus haut. » Et c'est un jeu que j'aime bien gros parce que c'est un jeu qui, si vous voulez briser la glace avec du monde et apprendre à connaître du monde, là, je trouve ça le fun. Parce que quand tu joues, tu as 2 voisins et tu vas construire 2 châteaux, avec chacun de ces voisins-là. Fait que j'ai un château à ma droite, un château à ma gauche. Donc, tu sais, on va avoir des tuiles qu'on va décider d'envoyer sur chacun de nos châteaux en même temps. Fait que moi, je vais envoyer une tuile à droite, une tuile à gauche. La personne à ma gauche va faire la même chose à ma droite aussi. Fait que quand on va arriver, après ça, on va se parler ensemble. Puis là, on va dire, OK, on a ces 2 tuiles-là, on va essayer de les mettre là, on va placer ça comme ça, puis là, on jase vraiment ensemble pour maximiser les points de notre château, puis on va faire la même chose avec notre autre voisin après ça. OK, ici, qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, c'est vrai, on voulait mettre des décorations, parfait, on va mettre ça là. OK, on a pas mal de points, je pense que c'est bon. Puis tu essaies de faire 2 beaux châteaux, parce qu'à la fin de la game, tu vas compter les points des 2 châteaux, mais tu vas scorer ton moins bon des 2. Fait que tu veux que les 2 soient vraiment très très forts. Et tout le monde, ça va être la même affaire autour de la table. Donc tout le monde va scorer son moins bon château. Et celui qui a le plus de points gagne. C'est vraiment bon comme jeu. Original comme principe. Très original comme principe. Ça joue jusqu'à 7 joueurs. Et on y va avec un autre classique qu'on a joué il n'y a pas longtemps, Colt Express. C'est lui qu'on a joué avec Martin Labbé. Je me suis trompé dans l'autre vidéo, j'avais mélangé. Mais Colt Express, on a rejoué il n'y a pas longtemps. Et c'est vraiment un classique de jeu de programmation. Un magnifique jeu en plus. Je vous montre là, avec un beau train en 3 dimensions. Dans lequel on va chacun incarner un bandit, un brigand, un cowboy, et on va essayer d'aller dévaliser un train en route, en marche plutôt, et on va se promener dans les wagons, puis on va ramasser les sacs d'argent, les joyaux, puis on va se tirer dessus évidemment, puis essayer d'être l'as de la gâchette, mais c'est un jeu de programmation, fait qu'à son tour, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre une carte qui va déterminer une action qu'on va faire, par exemple, monter, descendre, changer de wagon, tirer sur quelqu'un, donner un coup de poing ou ramasser de l'argent. Ou déplacer le shérif. Là, on va faire ça, chacun notre tour, on va empiler ça sur une pile commune. Et des fois, on joue des cartes à l'envers, fait qu'on ne sait pas ce qui se passe. Puis on va essayer d'imaginer un petit peu c'est quoi l'action, qu'est-ce qui se passe pour savoir quoi jouer à notre tour. Parce que quand on va avoir fini ça, on va prendre le paquet, on va le tourner de bord et on va révéler les cartes une après l'autre. Et là, on va vraiment faire les actions. Au début, on faisait juste jouer les cartes, on déplaçait pas nos personnages. Fait qu'on imagine où ce qu'on est rendu. Et là, quand on fait chacune des actions, ben là, c'est là que c'est très, très drôle et il faut le faire, il faut vraiment raconter l'histoire de ce qui se passe, c'est là que c'est le fun. Et là, on dit, par exemple, Tuco change de train, se penche pour ramasser de l'argent, mais oh, il n'y avait plus d'argent là parce qu'avant ça, il a peut-être reçu un coup de poing, puis le coup de poing te fait changer de wagon et ça vient tout briser ta programmation, donc c'est vraiment drôle, c'est vraiment loufoque.
Et c'est drôle de voir le monde donner des coups de poing dans le vide, tirer dans le vide ou ramasser de l'argent là où il n'y en a pas. Bref, un beau et bon jeu. Puis ils ont refait une big box il n'y a pas longtemps. Je vous parle de deux petits jeux. Je vais en parler presque en même temps. Et là, je viens de mêler mes affaires. Donc, il faut que j'en parle un après l'autre parce que sinon, je ne pourrais pas mettre mon petit titre en bas. Fait que, mais c'est dans la même série, comme vous pouvez voir. Ces deux jeux de Gigamic, ils ont une série comme ça avec des boîtes, là, avec un petit bout en triangle. Beau petit format. Donc, Kabanga. Kabanga qui est un jeu vraiment très très simple de fin de soirée où ce que ça va créer Kabanga et dans lequel on va vouloir se débarrasser de nos cartes dans nos mains. On a des cartes de couleur de valeur 1 à 18 et on va pouvoir les placer vraiment où ce qu'il y a un masque de la couleur correspondante. Mettons, si j'ai une carte rouge de valeur 16, je vais la mettre où le masque rouge. De chaque côté du masque, il y a des valeurs. Ce que je veux, c'est que la valeur que je crée en plaçant ma carte soit la moins grande possible, l'écart entre les deux cartes, excusez. Fait que par exemple, s'il y a un 7 puis je mets un 12, mais tous les autres joueurs qui ont des valeurs situées entre 7 et 12 vont lancer les cartes en criant Kabanga! Et je vais devoir piger ces cartes-là pour les rajouter à ma main. Puis le but, c'est de ne plus avoir de cartes, d'être le premier à se débarrasser. Fait que c'est un petit jeu sans prétention. Ben le fun, pour vrai. Là, un petit jeu à avoir, je pense, dans une collection comme ça. Et Princesse Rebelle, qui est un jeu de levée, un des rares jeux de levée que ma conjointe, Nathalie, aime. Encore, peut-être. Peut-être après la dernière game, un peu moins. Non, c'est correct. Mais dans le fond, c'est un jeu de levée dans lequel tu n'as pas à décider combien de levées tu vas faire. C'est ça la beauté de la chose. Ton but, tu es une princesse rebelle et tu ne veux pas te marier. Donc, tu ne veux pas ramasser de prince qui, eux autres, te donnent des points négatifs. Et tu ne veux surtout pas ramasser le vilain crapaud enchanté qui devient un prince avec qui, lui, vaut 5 points négatifs. Jeu de levée standard, mais au début de chaque manche, tu vas avoir un effet de manche qui va faire que tu vas devoir passer des cartes et qui va déterminer une règle spéciale pour cette manche-là. Et aussi, chaque joueur a une princesse qui a un pouvoir unique que tu vas pouvoir utiliser une fois par manche qui vient brouiller un petit peu toutes les cartes. Donc, Kabanga et Princesse Rebelle, deux petits jeux sans prétention, fort intéressants si vous aimez le genre des jeux rapides. Et voilà. Ouais, il me reste 2 carrés pour cette vidéo-là. J'essaie d'accélérer un peu. Welcome to Your Perfect Home, ou Welcome to, comme tout le monde l'appelle, un jeu classique de flip and write dans lequel on va flipper des adresses qu'on va essayer d'aller écrire dans des rues en ayant des valeurs croissantes tout le temps. Et c'est ça, on essaie de ne pas se piéger. C'est un petit puzzle où on va essayer de placer des piscines, augmenter la valeur des lots ou construire des parcs. Et le joueur qui a le plus de points à la fin gagne. C'est un classique, sincèrement. Là. Et ça joue de 1 à 100 joueurs. En fait, c'est illimité. Si tu peux donner une feuille à tout le monde puis tu as un écran géant, tu peux jouer avec autant de monde que tu veux. C'est un jeu que je sors régulièrement qui est fort sympathique. Écosystème, un jeu de draft à la Adara, Seven Wonders, plutôt, je devrais même dire, Sushigo, dans lequel tu vas essayer de faire ton écosystème en draftant des animaux ou des terrains. Et selon comment tu vas les placer dans ton tableau personnel, ben, ils vont valoir des points. Par exemple, le daim ne veut pas être à côté des renards ou des ours parce qu'il ne veut pas se faire manger. Tu veux faire la plus grande rivière. Fait que classique jeu de draft. Seven Wonders, j'en ai parlé un petit peu plus bas quand j'ai parlé de Seven Wonders Architect. Seven Wonders, ben, c'est un classique où on va essayer de drafter des cartes pour mettre dans notre tableau personnel puis faire des points. On a une merveille au début qui nous donne un petit pouvoir selon si on a pris par exemple beaucoup de cartes de science. Et ça va être un multiplicateur de cartes de science. Les cartes bleues vont donner des points directs. Mais on a aussi la guerre. Et quand on fait la guerre, on peut gagner des points si on est plus fort que nos voisins. C'est un classique. C'est pas un jeu jeune, mais c'est un jeu indémodable, je dirais. Beaucoup d'extensions intéressantes aussi, Leader. Et... Oui, exactement. J'ai 2 extensions qui sont dans cette boîte-là. Puis ça vient rajouter un petit peu de viande autour de l'os. Le jeu préféré de ma conjointe Nathalie. De tous les temps. De tous les temps. Lords of Waterdeep. Yes. Un jeu de Donjons & Dragons. J'adore Waterdeep. Ceux qui jouent à Donjons & Dragons connaissent bien ça. Et c'est un jeu qui n'a rien d'extraordinaire, qui est quand même assez régulier. C'est un placement d'ouvriers comme on connaît, mais il est bien fait. C'est un placement d'ouvriers où on va aller chercher des aventuriers et on va essayer de réussir des missions avec ces aventuriers-là. Ce qui est le fun, c'est que la carte de Waterdeep va changer parce qu'on va construire des bâtiments et ça va nous donner des nouvelles places où aller. Et si moi j'ai construit un bâtiment et Nathalie y va, ben ça va me donner un petit bonus à moi. Il y a aussi des cartes intrigues qui vont venir un peu foutre la merde, le bordel un petit peu dans la game. Mais la meilleure extension de tout. La meilleure extension, c'est vrai, tu as raison, tu fais bien d'en parler. Scoundrel of Skullport, voilà. Scoundrel of Skullport, qui est une extension absolument essentielle pour avoir ça, qui rajoute la corruption.
et la corruption. Et des actions super intéressantes. Des actions intéressantes, mais justement, sont tellement intéressantes qu'ils donnent la corruption. Fait que tu vas obtenir cette corruption-là et tu vas vouloir t'en débarrasser avant la fin de la game, sinon c'est des points négatifs. Tout le monde a un seigneur caché avec des petits points bonus. Vraiment un très bon jeu. Une petite boîte avant de passer à l'autre grosse boîte. Point de salade, un autre classique. Un jeu de collection d'ensemble. Regardez comme il est mignon. On ramasse des petits légumes, des salades et on ramasse aussi des assiettes. Et les assiettes vont déterminer comment nos légumes qu'on a ramassés vont scorer. Fait que c'est toujours, est-ce que je ramasse des légumes ou je prends une nouvelle assiette pour scorer des points, mais j'ai pas ramassé de légumes, tu fais un ou l'autre. Ça joue très très vite, ça joue jusqu'à 6 joueurs et c'est fantastique. The Adventurers, un de mes classiques jeux pour introduire les nouveaux joueurs. C'est un jeu que j'ai toujours du fun à sortir. C'est un jeu à la Indiana Jones un petit peu. On rentre dans un temple, on veut fouiller partout puis ramasser toutes les richesses, on veut piller le temple, mais qu'est-ce qui arrive? Le temple est en train de s'écrouler. Tranquillement, pas vite, à chaque tour, on ramasse une pierre au hasard, il y a un chiffre dessus et le chiffre indique où est-ce que la pierre tombe sur le terrain. Ça tombe dessus, ben, tu es blessé. Mais ce qui peut arriver de pire, c'est que tu te remplis tellement les poches que tu marches moins vite, parce que plus tu as des richesses, moins tu marches vite. Les pierres tombent, éventuellement, ça peut bloquer le chemin et tu peux te ramasser emprisonné dans le temple. Tu es riche, mais tu es fini, tu es mort, tu comptes pas tes points. Fait que tu veux sortir avec le plus de richesse avant que ça t'arrive. Je continue avec un tout petit jeu de cartes, Odin. Odin, c'est un petit classique qui est sorti l'année passée. Je pense que c'est un bon jeu là, que les gens apprécient parce que c'est super simple, super rapide, ça se sort bien, tout le monde peut jouer à ça. Qu'est-ce que tu fais à ton tour? Tu mets une carte, puis l'autre joueur essaie de battre la valeur de ta carte avec une ou plusieurs cartes. Quand tu joues plusieurs cartes, ça fait comme un grand nombre. Mettons, si tu joues un 2, un 3, un 4, mais ça fait 432, toujours le plus gros possible. Mais quand tu joues des cartes, il faut que tu ramasses une des cartes qu'il y avait dans le jeu. Fait que là, ça vient comme, ça peut renforcer ton jeu, mais ça peut aussi le polluer. Puis c'est le premier qui se débarrasse de ses cartes qui gagne la manche, puis après ça, tu comptes les points. Le nombre de cartes qui te reste, c'est le nombre de points négatifs que tu scores ou positifs, mais le premier qui sera à 16 ou 18 points, ça met fin à la game. Et celui qui a le moins de points gagne. Ok, regardez-moi ça, cette beauté fatale-là. Ethnos. Ethnos qui a été illustré par John Howe, un artiste que j'adore, que j'apprécie, qui a fait les illustrations du Seigneur des Anneaux et qui a travaillé sur ma série de films préférés, Seigneur des Anneaux. Mais je dois dire que ce jeu-là fait pas l'unanimité. La plupart des gens le trouvent affreux, voire très laid, affreux, peu importe. Moi, je le trouve pas laid, honnêtement. Faut aimer le style de John Howe, qui a un style un peu particulier. Mais le jeu est excellent. Premièrement, ce qui est le fun, c'est que tu as plusieurs tribus différentes ou plusieurs peuples différents. Fait que tu vas décider avec quel peuple tu vas jouer cette partie-là. Donc, ça ne sera pas toujours la même game. Ça va faire un gros paquet de cartes. Tu vas mettre des dragons vers la fin. Et quand tu joues, qu'est-ce que tu fais? Soit tu recrutes des membres de ta tribu, ou tu joues un groupe, une bande en anglais. Soit tu joues une bande de la même couleur, ou une bande avec toute la même race, donc des couleurs différentes, mais c'est tout le même peuple qu'il y a dedans. Fait que si c'est le même peuple, ton leader, c'est pas compliqué, ça va être ce peuple-là, mais si tu joues des cartes de la même couleur avec des peuples différents, là, tu vas décider, est-ce que c'est le magicien, est-ce que c'est la halfling, est-ce que c'est le squelette qui devient mon chef de bande, et lui va donner un pouvoir à ce groupe-là. Puis à la fin, on va scorer des points selon la grosseur des bandes qu'on va avoir faites. Et ce que j'aime dans cette version-là, parce que oui, ils ont refait une version que j'aime un peu moins, encore une fois, qui s'appelle Architect Society, un truc de même. Et ils ont enlevé un petit peu le volet mean dedans, le volet un petit peu méchant où tu as un contrôle de territoire. C'est pas si méchant que ça, c'est juste du contrôle de territoire. Mais je vous le montre. On voit ici, on a une carte avec des zones et selon la couleur de notre leader, on va venir placer, si on a fait une bande assez grosse, on va venir placer des jetons comme ça. Et à la fin de la manche, on va faire des points selon les valeurs des territoires. Sincèrement, là, je comprends pas pourquoi ils ont enlevé ce bout-là dans la nouvelle version. Ils ont rendu ça vraiment plus simple. Tu avances sur des tracks, tu fais les points où tu es rendu. Je trouve que c'est ce qui fait le charme un petit peu du jeu. Moi, je ne vendrai pas ma version de Ethnos. Je l'aime beaucoup. Et là, j'ai vidé mon carré. C'était plus facile parce qu'ils sont placés à l'horizontale. C'est pour ça que j'aime pas ça à l'horizontale. C'est vraiment pas le fun. Fait que je vais la resserrer puis je fais le dernier carré avec vous. Dernier carré pour cette vidéo-là. Je commence à manquer de voix. Alors, je vais avec un autre classique, un nouveau classique. C'est un Kickstarter qu'il y a eu il y a 2-3 ans, peut-être plus. Là. Pas tant que ça. En tout cas, c'est pas très très vieux. Camp and Trail, le meilleur jeu d'élection américaine qui existe. Peut-être qu'il en existe juste un, puis c'est lui, mais il est franchement bon pour vrai. Et comme il y a eu des élections américaines il n'y a pas longtemps, ça m'a vraiment donné le goût de rejouer. Malheureusement, j'ai pas eu l'occasion, mais c'est un jeu qui est vraiment fantastique. C'est un jeu qui peut jouer de 1 à 8 joueurs. Soit que chaque joueur joue son parti,
ou, ben, il n'y a pas 8 parties. Là. Si tu es rendu à un nombre trop élevé, ben, tu peux être 2 joueurs qui jouent. Fait que tu vas avoir un président et un vice-président. Et tu vas essayer de gagner les élections. Je ne sais pas si on voit bien derrière la carte. Ben non, on ne le voit pas. Mais on voit la carte des États-Unis, ici. Et chaque État est un État à gagner. Et ça va faire avancer une piste en temps réel. Ça, c'est vraiment bien fait. Là. Il y a une espèce de piste en temps réel de comment les élections vont. Et quand tu gagnes un État, tu vas prendre la tuile de l'État qui va avoir une grosseur proportionnelle au nombre de votes que ça te donne. Puis tu vas venir mettre ça dans ta couleur. Fait que là, tu vas voir, ça fait comme un sondage. Tu vois où ce que tu es rendu en termes de sondage. Tu vois qui mène la partie, tout ça. Quel État faut que tu aies gagné pour essayer de ramasser ça. Tu vas jouer des cartes. Tu vas aller placer des votes. Ce qui est le fun dans le jeu, c'est vraiment bien pensé. C'est que tu vas aller chercher des gens qui veulent voter pour ton parti, mais il faut aussi que tu ailles les faire voter. Fait que tu peux avoir beaucoup de voteurs potentiels, du monde qui aime ton parti, mais ils n'ont pas encore voté. Fait que tu vas aller les mettre sur la carte pour que ce soit des votes vraiment qui ont été inscrits à ton nom. Fait que très, très, très bien fait. Tu as des débats aussi. Les débats, c'est très bien fait. Tu as des sujets que tu vas amener dans les débats. Tu vas essayer de gagner le débat selon les sujets. Puis selon les sujets qui vont être débattus, ben, c'est les États pour qui ces sujets-là sont importants, que tu vas pouvoir aller gagner des votes là-bas. C'est vraiment un bijou, c'est vraiment fantastique ce jeu-là. Je continue avec un autre jeu de convention. J'aime beaucoup amener Trade on the Tigris en convention parce que c'est un autre jeu qui me fait penser un petit peu à, on en a parlé dans l'autre vidéo, Chinatown, un jeu de négociation, de marchandage en temps réel où on va essayer d'obtenir des cartes, des ressources en marchandant avec les autres. Fait que il y a une phase où on va drafter des cartes, tout ça, mais après ça, on va essayer de marchander des choses. Hey, je te donne 2 moutons pour tes ressources, je te donne. Est-ce que tu as telle affaire? Puis là, ben, je me souviens pas de toutes les ressources. J'ai dit des moutons, mais il n'y a peut-être même pas des moutons. Là. Mais tu vas essayer de ramasser ça pour faire de l'argent, puis tu vas monter sur des tracks, sur des tracks comme ça ici, qui vont être des politiques ou des types de gouvernement que tu vas avoir. Puis selon où ce que tu vas obtenir des cartes qui donnent des pouvoirs vraiment intéressants. Puis tu peux pas être des deux bords. Soit tu t'en vas de ce bord-là, ou soit tu t'en vas de ce bord-là. Fait que des fois, tu t'en vas là, tu ramasses des cartes, puis après ça, là, tu changes un petit peu ton gouvernement de style, puis là, tu t'en vas ici, puis tu vas ramasser plus des cartes de despotisme, mettons, ou du fanatisme, ou des choses comme ça. C'est vraiment le fun, vraiment bien fait. J'ai toujours du plaisir à jouer à ce jeu-là. Jamaïca, un autre classique. Hey, ça, c'est ma vieille boîte. Je pense qu'ils ont fait une nouvelle édition carrée de ce jeu-là. Mais cette version-là, je la trouve vraiment belle. C'est un super beau jeu. Un beau jeu d'introduction pour les joueurs. C'est un jeu dans lequel c'est une course de pirates. On a une île, puis on va faire le tour de l'île. C'est le premier joueur qui réussit à revenir. Mais la twist, l'affaire qui est vraiment bien faite dans le jeu-là, c'est qu'on va lancer 2 dés qui vont avoir des valeurs différentes. Je dis différentes, ils peuvent être la même valeur, mais qui vont avoir des valeurs de 1 à 6, à mon souvenir. On a des cartes d'action qui sont divisées en 2, gauche et droite. Par exemple, si sur les 2 dés, on a roulé 1 et 6, on les place soleil et nuit, jour et nuit. Et notre carte, nous aussi, est divisée jour et nuit. Fait que là, on va choisir une carte dans notre main qui va déterminer quelle action, combien d'actions on fait dans le jour, combien d'actions on fait la nuit. Fait que par exemple, admettons que ma carte, c'est déplacement et ramasser des doublons ou de la nourriture. Ben, je peux décider de prendre elle parce que je vais ramasser 6 nourritures et me déplacer de 1. Mais j'aurais pu prendre une autre carte qui va me donner 6 canons puis, ou me faire déplacer de 6 puis ramasser un canon seulement. Fait qu'on va comme moduler un petit peu ce qu'on va mettre selon la valeur des dés puis selon ce qu'on a besoin. Puis sur la carte, on va aller ramasser des richesses, des trésors. C'est vraiment un très très beau jeu, vraiment le fun. Cartographeur, peut-être que vous ne reconnaîtrez pas cette boîte-là parce que la boîte originale de cartographeur, elle doit être grosse de même à peu près. Ça, c'est la version Kickstarter Deluxe dans laquelle il y a cartographeur et l'extension et plein de bébelles de plus. Là, vraiment beaucoup de stock. Cartographeur, c'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un flip and write. On va dessiner une carte avec des paysages, mettons des forêts, des villages, des monstres, toutes sortes d'affaires. Tout le monde en même temps, tout le monde joue en même temps. Donc ça, c'est très très bon. Et on va essayer de scorer un maximum avec des objectifs communs. Ça fait des super belles cartes, c'est super beau. Et en plus, il est sur BGA et il joue super bien sur BGA. Tu n'as même pas besoin de dessiner, ça se dessine tout pour toi. Mais il est très très le fun. Si vous êtes sur BGA, allez-y, lancez-moi un défi. J'accepte toujours les parties de cartographeur parce que c'est très très le fun. Si vous voulez m'ajouter, c'est Grulz, G-R-U-U-L-Z. Ajoutez ça, puis partez-moi une game de cartographeur, on va avoir bien du fun. Ça achève, Nat. T'as-tu mal au bras? Non. Pas trop pire. Ça, c'est un vieux jeu aussi.
le tour du monde en 80 jours. Si vous avez mon âge et l'âge de Nathalie, quand vous étiez jeune, là, sur l'heure du midi, vous écoutiez le tour du monde en 80 jours avec Phileas Fogg. Le samedi aussi, il y avait des petits bonhommes animés avec un lion là, qui faisait le tour du monde en 80 jours, en fait, qui reprenait l'histoire vraie de Phileas Fogg. Eh bien, ça, c'est un jeu qui est basé sur l'histoire du tour du monde en 80 jours. C'est un jeu qui est très, très, franchement laid. Hein? Un vieux jeu là, classique, laid, pas très beau. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va essayer de voyager là-dedans en essayant de faire le tour du monde en 80 jours et en étant le premier. Mais évidemment, il va y avoir des pièges, il va y avoir des bonus, des affaires qui vont nous aider ou qui vont nous nuire. Et le but, c'est vraiment d'optimiser les ressources qu'on va ramasser pour réussir. C'est une course? Oui, c'est une course, je l'avais dit, en 80 jours. Le premier qui réussit à le faire, en dedans de 80 jours, gagne la partie. Si vous aimez le thème, c'est pas pire. Le jeu lui-même, mécaniquement, est correct. C'est pas extraordinaire, mais ça fait la job. On termine ça avec deux petits jeux. On va y aller avec Cake Master. Fait que dans Cake Master, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on essaie de faire des gâteaux. On va essayer de faire 3 gâteaux devant nous pour scorer un maximum de points. On va faire ça 3 ou 4 fois, j'ai oublié. En faisant ces gâteaux, c'est un jeu de draft, hein, fait qu'on va drafter des morceaux de gâteaux, puis on va essayer de construire ces gâteaux-là en essayant le plus possible d'avoir le même crémage, d'avoir des rosettes complètes, d'avoir des petits fruits dessus. Et on a des clients dans le milieu, puis on va essayer aussi de satisfaire ces clients-là, de remplir les commandes. Un jeu qui est joué à 6 en simultané, un jeu de draft, bien intéressant. Et je termine ça avec Faraway, un petit classique maintenant, Faraway, un jeu avec une twist bien spéciale. C'est encore un jeu où on va, je dirais pas drafter parce qu'on ne draft pas tout en même temps, mais on draft dans une ligne commune. Donc, on va aller chercher des cartes dans une ligne commune et on va jouer une carte qu'on va racheter dans notre tableau. On va racheter une carte à chaque manche de gauche à droite. Mais la twist, c'est qu'on va scorer toutes ces cartes-là de droite à gauche. Donc, il faut comme vraiment prévoir un petit peu qu'est-ce qu'on veut ramasser, qu'est-ce qu'on va avoir besoin quand on arrive vers la fin, par exemple, pour pouvoir faire scorer notre carte du début. Donc, c'est une twist très intéressante. Dedans, j'ai l'extension d'ailleurs, Royaume souterrain, un truc comme ça, je ne me souviens pas. Super sympathique. Ça joue rapidement. Ça joue jusqu'à 6 joueurs. Ouais, 6 joueurs. Donc, si vous aimez le genre, allez-y sans hésiter. Et c'est ce qui termine la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. J'espère que vous n'êtes pas aussi soufflé que moi en m'écoutant parce que je parle beaucoup, je parle vite. Et si vous avez aimé la vidéo, faites comme d'habitude, s'il vous plaît, faites des pouces en l'air. Abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi des commentaires. Je lis tous les commentaires et je vous réponds. Et c'est très agréable. On a des beaux échanges. Prochaine fois, on va être rendu dernière section ici. Des jeux de 6 joueurs et plus. Et on va commencer les co-op dans ce coin-là. Après ça, on va faire les jeux à 2 joueurs. Et après ça, ça va être malheureusement terminé pour cette série de vidéos-là. Il va falloir que je trouve une autre idée pour vous parler de jeux comme ça, un petit peu en vrac, là, sans ligne, sans fil directeur nécessairement. Si vous aimez ça, ben, restez avec moi pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!